Professeur, une femme qui a souffert du cancer du col de l'utérus peut encore avoir des enfants? Oui. À partir du moment où, ce cancer du col de l'utérus a été détecté tôt, d'une part. 2, que le traitement a concerné juste l'ablation du col de l'utérus, eh bien, oui, il est possible que l'utérus, le corps de l'utérus restant en place, que cette dame puisse avoir des enfants. Mais cela exige une grande campagne de dépistage afin de voir très tôt les cancers, parce que pour pouvoir faire juste l'amputation du col, il faut que le cancer soit un cancer découvert très tôt, ce que nous appelons un carcinome in situ, c'est-à-dire un cancer qui est encore intra-épithélial. Quelle est la périodicité du frottis? Vous conseillez le frottis tous les combien? Chez une femme de plus de 30 ans ou de 30 ans, on peut conseiller un frottis tous les 3 ans. Et avant, c'est pas obligatoire alors? Non, c'est pas obligatoire parce que le temps que le virus qui a infecté produise un cancer est assez long. C'est pour cela qu'on part de 30 ans. Et lorsqu'on regarde les cancers du col de l'utérus, d'une manière générale, c'est chez les femmes de plus de 30 ans. Mais lorsque nous faisons des campagnes de dépistage, nous commençons à 29 ans. Et donc, il peut se passer combien de temps entre l'infection et la survenue du cancer? Il faut compter une quinzaine d'années. Mais il faut savoir que le corps humain a aussi des moyens de se défendre. Donc, ce n'est pas automatique. Il y a des femmes qui refusent de faire le frottis quand elles sont enceintes, sous prétexte qu'elles pourraient provoquer un avortement précoce. Non, je ne pense pas, non. Les femmes qui sont en grossesse peuvent subir le frottis, ça n'a absolument rien à voir. Ça ne peut pas entraîner une fausse couche. Ah, donc c'est des idées reçues? Oui. Non. Parce que le prélèvement se fait au niveau du col avec une palette qu'on appelle la spatule DR, c'est en bois. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. Le frottis est-il un examen prénatal obligatoire au Congo ou c'est open? Il faut faire des campagnes, ça n'a rien à voir avec le fait d'accoucher. C'est dans le cadre de la lutte contre la maladie. Ça n'a rien à voir avec la naissance. Ça n'a rien à voir avec la natalité. On prescrit le frottis parce que c'est une femme qui a commencé l'activité génitale et donc on lui prescrit un frottis. Ça n'a rien à voir ni avec son mariage, ni avec sa grossesse, ni avec quoi que ce soit. C'est sa vie parce qu'elle peut tomber malade de cancer du col de l'utérus, quelle que soit la période. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un lien de causalité entre la survenue d'un cancer et la présence d'une grossesse. Donc c'est quand on met en place une campagne de lutte contre les cancers dans le cadre de la prévention, eh bien parmi les mesures préventives, il y a à faire un frottis. Quelles sont les dispositions à prendre pour une femme avant de faire le frottis? Elle est propre totalement ou c'est... En général, le conseil que l'on donne, c'est 1, de ne pas avoir de rapport sexuel la veille, 2, de ne pas faire de toilette intime. C'est clair. Voilà. Et quand on n'a pas respecté ces conditions, généralement le résultat risque d'être faussé. Non, mais je pense que la personne qui veut faire un frottis suit les conseils pour pouvoir le faire. À quoi ça sert de ne pas suivre les conseils pour pouvoir faire le frottis? Ça sert à rien. Donc je pense que le conseil est simple. 1, ne pas avoir de rapport sexuel la veille. 2, de ne pas faire la toilette intime au moment où on va y aller. C'est pour ça que ça se fait en général très tôt le matin. Est-ce que vous disposez des études épidémiologiques sur le cancer du col de l'utérus? Oui, bien sûr. Au niveau de vos services? Tout à fait. Et ça, on est à combien à peu près? Alors aujourd'hui, les cancers du col de l'utérus, nous venons de publier il n'y a pas très longtemps une compilation de 12 années de fonctionnement du registre des cancers de la ville de Brazzaville. Le cancer du col de l'utérus vient en 2e position avec 16,6%. Alors que le cancer du sein est en tête avec 24,5%. Et chez la femme, le 3e cancer, c'est le cancer de l'ovaire. La femme, une fois qu'elle a fait son frottis, les résultats, parce qu'il y a des femmes qui gardent les résultats par devers elles. Mais pourquoi elle va garder les résultats? C'est pas elle qui a prescrit l'examen. Elle doit
donner le résultat à celui qui a prescrit l'examen. Puisqu'elle est partie voir un médecin pour qu'on fasse le frottis. Et dès qu'on a fait le frottis, le prélèvement va au laboratoire d'anatomie pathologique. Le laboratoire d'anatomie pathologique donne un résultat d'analyse microscopique. Mais ce résultat d'analyse microscopique, la dame le rapporte au médecin qui a prescrit. C'est comme lorsque un médecin prescrit un examen sanguin. Eh bien, quand la personne reçoit le résultat, elle ne peut pas garder devers elle. Il faut qu'on interprète ce résultat pour savoir qu'est-ce qu'on fait en matière de conduite à tenir. Donc, il me paraît surprenant qu'une dame qui s'est déplacée pour faire un frottis, qui, obtenant le résultat, ne va pas voir le médecin parce qu'il faut qu'on interprète son résultat. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, il faut faire. Il faut traiter ce quelque chose. Et s'il n'y a rien, bon, on lui dira que pour l'instant, il n'y a rien et par conséquent, elle viendra dans 3 ans, par exemple. Le traitement est le même selon qu'on est ménopausé ou pas? Oui, je pense que le traitement en ce qui concerne les cancers du col de l'utérus, oui. Si c'est un cancer du col de l'utérus, le traitement en général associe 2 moyens, la chirurgie et la radiothérapie. Et lorsque c'est un peu dépassé, on associe la radiothérapie à la chimiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments spécifiquement cancéreux, mais spécifiquement anticancéreux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux faire la prévention par l'intermédiaire du frottis, par l'intermédiaire de l'inspection visuelle. Et lorsque on n'a pas pu faire et qu'on a déjà le cancer, eh bien, à l'hôpital, on peut vous proposer le traitement qui correspond au stade auquel la personne se trouve. Parce qu'on fait d'abord un bilan pour définir à quel stade d'extension se trouve la malade avant de proposer un traitement en concertation multidisciplinaire. Maintenant, venons-en à la vaccination. Dans l'ambiance des festivités de la Journée internationale de la femme, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a procédé au lancement à Sibiti de la campagne de vaccination contre le cancer de l'utérus et le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes. La vaccination concerne les jeunes filles de 9 à 12 ans avant les premières relations sexuelles. C'est un nouveau vaccin qui est mis à la disposition des jeunes filles congolaises pour les protéger contre le développement du cancer de l'utérus. L'une des causes les plus importantes de ce cancer, c'est l'infection par le papillomavirus humain. Ce virus, la femme l'attrape pendant les rapports sexuels. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi cette tranche d'âge entre 8 et 11 ans, parce qu'on s'est dit qu'à cet âge, la jeune fille n'a pas encore commencé ses activités sexuelles. C'est pour cela que nous les avons vaccinées pour qu'elles développent des anticorps contre ce virus. Et lorsqu'elles vont développer des activités sexuelles, jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, elles ne pourront plus développer le cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'il est prévu un vaccin pour les garçons? Alors, lorsque l'on parle de vaccin... Je parle bien le vaccin contre le virus du papillome humain. Oui. Ce virus entraîne d'autres pathologies que les cancers du col. Il entraîne des verrues et il entraîne quelquefois des cancers de la verge chez l'homme. Et donc, par conséquent, il y a des pays où la vaccination se fait à la fois en direction des petites filles et aussi en direction des petits garçons. Donc, il n'est pas aberrant de voir que dans certains pays, qu'on fasse la vaccination à la fois pour les petites filles que pour les petits garçons. Ce n'est pas aberrant. C'est tout à fait concevable. Puisque ce virus qui se promène partout, eh bien, infecte aussi bien les jeunes filles que les petits garçons. Donc, on peut imaginer qu'on puisse faire la vaccination aux deux.
Mais d'une manière générale, dans beaucoup de pays, on commence d'abord chez la petite fille. Quelles sont les conditions pour être éligible au vaccin contre le papillomavirus? Alors, dans la littérature, la proposition, c'est de faire des filles de 9 à 13 ans. Mais on peut adapter cette tranche d'âge en fonction de ce qui se passe dans le pays. D'une manière générale, dans les zones rurales, eh bien, parfois, l'activité sexuelle peut commencer avant l'âge de 13 ans. C'est pour ça que, par exemple, la vaccination que nous avions faite dans la Lékoumou, nous avons pris des filles de 8 à 11 ans. Mais dans la littérature, habituellement, on dit de 9 à 13 ans. Récemment, on a même dit qu'on pouvait vacciner des filles de 26 ans lors de la première année de leur rapport sexuel. Ce n'est pas toujours facile à établir. C'est pour cela qu'il faut d'abord se contenter des fondamentaux, c'est-à-dire faire la vaccination chez des petites filles de moins de 10 ans. Certains parents sont plus ou moins circonspects à l'idée de faire vacciner leurs enfants, sous prétexte qu'il y a des effets secondaires. Vous le confirmez ou vous l'affirmez? Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Il s'agit d'un médicament que l'on administre à des jeunes enfants. Il est normal, et ce serait d'ailleurs aberrant que les gens ne s'en inquiètent pas, il est normal que les parents s'en inquiètent. Notre rôle, c'est de leur démontrer par des études qui ont été faites, parce que nous n'avons pas inventé ce vaccin. Ce vaccin a été créé, fabriqué sous d'autres cieux, et d'autres pays ont vacciné. Mais lorsque l'on vaccine, il y a toujours quelques effets secondaires. Il y a même quelquefois des effets graves. La question est de savoir, entre le bénéfice que l'on tire de la vaccination et les effets secondaires que l'on enregistre, la balance se penche vers quoi? Aujourd'hui, il y a des pays où, sur 2 millions de petites filles vaccinées, il y a eu une dizaine, une vingtaine d'effets secondaires, peut-être 9 effets graves. Donc vous voyez que ça vous fait un pourcentage en dessous de 10%. Et que pour tout le reste, le résultat a été la chute vertigineuse dans ces pays des cancers du col de l'utérus. Et donc ce bénéfice-là est beaucoup plus important que les quelques effets secondaires. Même lorsque vous prenez un médicament pour lutter contre le palu, il y a des gens qui se grattent, il y a des gens qui frissonnent, il y a des gens qui vomissent. Donc on a quelques effets secondaires. Mais lorsque vous faites la balance entre la population qui a reçu ce traitement antipaludéen et les effets secondaires que l'on a enregistrés, mais le bénéfice est tout à fait important en faveur du bon résultat obtenu à la suite de ce traitement. Donc c'est la même chose pour le vaccin. Le vaccin a des inconvénients, il faut savoir l'expliquer, il y a des mesures à prendre au moment de faire ce vaccin, il faut savoir l'expliquer, l'appliquer, mais il faut savoir que, d'une manière générale, le bénéfice que l'on tire de la vaccination est largement supérieur aux quelques effets secondaires qui ont été enregistrés. Oui, mais dans les effets secondaires, quand vous insistez sur les effets graves, c'est quoi les effets graves? Bon, on a cité un certain nombre de troubles neurologiques graves qui ont été listés. Vous savez que la question de ce genre d'effets, c'est d'établir le lien de causalité entre la survenue de ces effets secondaires graves et le vaccin. Ça, c'est une autre affaire.
parce que ça demande une expertise un peu plus complexe. Donc, on ne peut pas seulement accuser sans le démontrer, parce qu'il doit y avoir des conséquences. Et chaque fois que l'on met sur le marché un médicament, mais on a l'obligation de faire un certain nombre de tests pour pouvoir être autorisé à le mettre sur le marché, ce que nous appelons l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits aussi bien en laboratoire que chez l'être humain avant de le commercialiser. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a des effets secondaires, mais il faut retenir que l'importance de ces effets secondaires est moindre par rapport aux bénéfices que l'on tire de la vaccination. À partir de quel âge doit-on se faire dépister, professeur? Nous, lorsque nous faisons des campagnes de dépistage, nous nous intéressons à la tranche d'âge allant de 29 à 59 ans. Ah bon, de 29 à 59. C'est vrai que nous ne refusons pas les dames qui ont moins de 29 ans, ni celles qui ont plus de 59 ans, mais en général, la tranche d'âge que nous utilisons, c'est de 29 à 59. Très bien. Quel conseil donnez-vous aux femmes qui ne se sont pas encore fait dépister? Si on considère qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que le dépistage est une action de prévention, eh bien le conseil découle de cela. Donc il vaut mieux se faire dépister. Ouais, maintenant, pour se faire dépister, on s'adresse à qui? Aujourd'hui, bon, une femme qui veut se faire dépister, eh bien, il peut s'adresser soit au service de carcinologie et radiothérapie du CHU de Brazzaville, soit au service de gynécologie obstétrique du CHU de Brazzaville. Dans ces deux services, il y a à la fois le vidéocolposcope, la possibilité de traitement lorsqu'il y a des états précancéreux qui sont mis en évidence, et donc la personne peut se présenter dans ces deux services. La seule petite restriction qu'on peut y mettre, c'est simplement de dire que lorsqu'il s'agit d'une campagne de dépistage, souvent, soit c'est gratuit, soit le prix est beaucoup plus bas, tandis que lorsque c'est un dépistage individuel, le prix est fixé par l'hôpital. Et le prix est de combien? Je pense que ça doit tourner autour de 5 000 francs. Ça, c'est pour le dépistage. Exact. Mais une femme qui veut faire son frottis, c'est généralement, elle paye combien? C'est la même chose. C'est 5 000 francs. Oui. Professeur, un dernier mot? Tout le monde dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, lorsque l'on fait de la prévention, le résultat est partout le meilleur. Aussi, les actions préventives qui sont représentées par l'éducation de la population comme l'émission dans laquelle nous sommes, la participation aux campagnes de dépistage qui peuvent être organisées par des organisations de lutte contre le cancer qui sont dans le pays, eh bien, tout cela est pour le bénéfice des populations et je pense qu'il faut que nous prenions l'habitude de participer à ces campagnes car, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme tout le monde le sait, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, sur ce mot, nous disons merci, professeur Charles Ngomé Mbalawa. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés fidèles à notre émission. Merci à l'assistance, Madame Bidunga, Madame Makanda, Madame Nadia Makoso. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à discuter sur ce sujet de santé. Nous vous disons au revoir et à la prochaine émission de Carrefour.